Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence matinale, puisque c'est comme ça que la matinée s'appelle, la matinale de l'OSTV que nous avons énormément de plaisir et même d'honneur à accueillir ce matin, aux côtés de Daniel, donc président de l'Observatoire. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée est un partenaire de l'OSTV et nous en sommes extrêmement fiers et nous contribuons à plusieurs travaux menés par l'OSTV. Notamment, on travaille actuellement sur des données de géomarketing. Je ne sais pas où est notre collègue Sandrine Meudier, mais je sais qu'elle est là-bas. Je sais qu'elle s'investit beaucoup. Très rapidement, donc, on est ravis de vous accueillir ici sur le campus BAEC à Vendée, donc, qui est un espace que nous souhaitons ouvert sur le territoire. C'est un peu plus de 200 collaborateurs de la caisse régionale qui travaillent ici, mais l'intention que nous avons est effectivement de pouvoir accueillir, ouvrir le campus à nos partenaires et à l'ensemble de l'écosystème, puisque plus qu'ailleurs, la Vendée fonctionne en réseau. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir. La thématique de ce matin est une thématique que nous n'avons pas choisie par hasard. C'est une thématique qui résonne beaucoup sur le plan sociétal, qu'on parle des besoins en santé ou qu'on parle du vieillissement de la population et comment les territoires s'adaptent à ces changements démographiques, d'une part, et puis d'autre part, sont en mesure d'apporter les solutions opérationnelles sur le terrain pour que chacun puisse vivre en bonne santé et notamment bien vivre et bien vieillir en bonne santé. Donc c'est une thématique qui est très forte pour le Crédit Agricole, puisque historiquement, nous accompagnons les transitions des territoires. Nous avons, je me tourne vers Bénédicte Gillet, qui est donc responsable de la filière santé et bien vieillir dans notre caisse régionale, qui est en l'occurrence elle-même membre du conseil d'administration du Gérontopole, et je remercie le Gérontopole également, voilà, tu es là, de son co-partenariat dans l'organisation de cette matinée. Et puis, de toute façon, il y aura des prises de parole. Voilà, je pense que vraiment, ce sujet, il nous tient à cœur, parce que l'économie de notre territoire est quand même extrêmement liée au bien-être de ses habitants. Et il n'y a pas de saine économie quand les habitants n'ont pas un accès aux soins et un accès, je dirais, à l'ensemble des services de bien-être sur le territoire. J'en dirai pas plus. Je remercie également Nathalie Massé, qui travaille à mes côtés pour animer le campus et l'ensemble de nos réseaux de partenaires, et qui a été à la manœuvre de l'organisation de cette matinale. Daniel, je te cède la parole. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphanie de nous recevoir dans ce lieu magnifique. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un aussi bel amphi avec tout le matériel nécessaire pour mener à bien notre réunion matinale, notre matinale exactement. Merci au Crédit Agricole aussi de nous avoir provoqué un peu sur ce sujet, puisque c'est vrai que les matinales, on en fait 3 par an, mais il faut aussi les alimenter par des sujets du moment. Je pense que la santé, effectivement, c'est quelque chose de très important dont on parle presque tous les jours dans la presse et ailleurs. Donc voilà, j'ai fait quelques dias là pour introduire le sujet. Donc la première, c'est effectivement sur la transition démographique. Je crois que vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'à l'horizon 2050, on sera à presque 50% de personnes de plus de 65 ans. C'est quand même assez notable, et ça provoque forcément des interrogations au niveau de la santé. Tandis que les actifs, ils seront plutôt stables, moins 5%. Ça, c'est au niveau du territoire vendéen. Un total à peu près, ça fait plus de 700 000 habitants. Et puis, bien évidemment, les plus jeunes, moins 9%. Donc, aussi, la baisse de la natalité est aussi un sujet également. Donc, voilà le constat dans lequel on est. La Vendée resterait attractive, mais devra s'adapter à un vieillissement qui va aller en s'accentuant d'ici 2050. Notre autre dia. Donc, aussi la démographie de la santé, puisque il faut aussi tenir compte de l'offre qu'on a en santé, et aussi de la présence des médecins sur notre territoire.
Donc des enjeux importants sur l'offre et l'accès aux soins, sur la démographie de l'ensemble des personnels de santé. Je pense que la carte est assez révélatrice de notre département de la Vendée. Elle me surprend un petit peu quand même aussi. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec monsieur le géographe. Mais c'est vrai que on dit souvent que les médecins sont plutôt attirés par les grandes métropoles et aussi par la côte en général. Et ouais, effectivement, toute la côte ouest est plutôt mieux pourvue. La Vendée, la seule Vendée est moins bonne. Donc je ne sais pas pourquoi, on va en reparler tout à l'heure. Et puis également l'évolution des médecins en activité régulière. Alors la courbe en pointillé rouge, c'est l'ensemble des professions médicales, donc qui est plutôt en hausse. Et vous voyez, les généralistes, bon, ça baisse plutôt, c'est à peu près stable quand même. Mais vous voyez pourquoi la courbe en pointillé augmente, c'est surtout parce que les spécialistes, à la fois chirurgicaux et en médecine générale, hors médecine générale, pardon, les spécialistes médicaux sont de plus en plus importants, de plus en plus nombreux. Donc tout cela, ça crée des enjeux sur les personnels des aides à domicile, sur les familles, les aidants, des enjeux quant au coût de la dépendance pour les collectivités et les familles, et sur de nombreux autres sujets. Donc voilà notre programme de la matinée. On aura donc... Ah pardon, excusez-moi. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt. Ah ouais, bon. Ah ouais, mais tu ne pouvais pas le dire. Bon, j'espère que vous m'avez entendu et compris quand même. Voilà. Donc, premier intervenant, Valérie Bernat, directrice générale de Gérontopole des Pays de la Loire, et Michael Blanchet, docteur en géographie au Gérontopole des Pays de la Loire, toujours, chercheur associé à l'Université d'Angers. Alors, donc, ça va être sur les enjeux et les perspectives du vieillissement du territoire vendéen. Et après, à 9h20, on aura Morgane Pic, directrice commerciale et conseil chez Hippocrate Développement. La santé des territoires ne se limite pas à l'accès aux soins. Et pour finir, on aura à 10h10 notre table ronde dont les intervenants seront le docteur Emmanuel Brantôme, vice-président du conseil départemental de Vendée de l'Ordre des médecins, Olivier Servère-Lorenzé, directeur général des hôpitaux de Vendée, Nicolas Chénéchaud, conseiller départemental de la Vendée, en charge délégué à la démographie médicale, et Sophie Richard, fondatrice et gérante du réseau national Viagimo. Est-ce que dans les intervenants, ils sont arrivés? Moi, j'ai vu Sophie Richard. Non, pour la table ronde, ils ne sont pas tous arrivés. D'accord. Ok. Très bien. Bon. Bah, écoutez, Valérie, je vous laisse la parole pour la première intervention. Je vous laisse vous installer, juste pour vous dire qu'on a souhaité garder une trace de cette matinale et qu'elle est filmée. Alors je remercie Jean-Philippe qui est à la régie. Donc vous retrouverez cette matinale sur notre site internet dans les semaines qui viennent, après les vacances. Donc ça permettra à chacun d'y revenir ou de la diffuser un petit peu plus largement. Et c'est l'intérêt parce que ça demande beaucoup d'énergie et de temps de préparer une telle matinale. Donc c'est bien d'en garder une trace. Je voulais le signaler. Alors si certains d'entre vous ne veulent pas être filmés, il faut qu'ils me le disent et on ne les filmera pas. Voilà. Merci Christophe. Écoutez, bonjour à tous. Nous sommes, Mickaël et moi-même, très 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 heureux d'être là ce matin avec vous. Vraiment. C'est un territoire qui nous affectionne particulièrement puisque nous sommes du territoire tous les deux. Donc forcément, ça nous parle. Et puis un grand merci pour la manière dont on a été accueillis, encore une fois. Voilà, c'est très appréciable et voilà, ça reste. Donc un grand merci en tout cas pour cette invitation. Un grand merci à la directrice générale Loire-Atlantique Vendée, qui est là. Adjointe, pardon. Adjointe, de nous recevoir ce matin, et un grand merci au président du MEDEF de Vendée et au président de l'ESTV aujourd'hui de nous recevoir également. Écoutez, oui, on va avoir plaisir en effet à essayer de traiter avec vous les enjeux et perspectives du vieillissement du territoire vendéen. Large sujet, et avant de l'entamer, juste un petit rappel, Vous savez, le sujet de la transition numérique, c'est un sujet qui parle.
Tous aujourd'hui, on est concernés par cette transition au quotidien. On voit l'IA arriver, on voit plein d'outils s'essaimer dans les entreprises, dans les collectivités. On voit la place que prend le numérique à nos côtés au quotidien. Et puis, la transition écologique. Évidemment, hein, on voit bien, on est au bord de mer, on voit les réalités écologiques et les désastres écologiques que ça peut générer, on en a pleinement conscience. La transition démographique est une transition. C'est la 3e transition. On n'en parle pas, ou peu. Pourquoi ? Parce que parler d'une transition démographique, parler du vieillissement de la population, c'est aussi parler de son propre vieillissement. C'est procrastiner sur son propre vieillissement. C'est normal. Enfin, je veux dire, on va pas... Voilà. On n'a pas envie de vieillir. Et puis, entre vous et moi, à 65 ans, aujourd'hui, on se sent très bien, on ne se sent absolument pas vieux. Et oui, et heureusement. Et tant mieux. Néanmoins, le sujet est là. Le sujet est une vraie réalité. On en parlait hier soir. Beaucoup parlent de tsunami gris. J'ai horreur de cette expression. Mais j'en ai horreur. Un tsunami, c'est une vague qu'on ne voit pas arriver et qui est dévastatrice. C'est ça, un tsunami. Le tsunami, excusez-moi, hein, le péril gris, les papy boomers, ça fait longtemps qu'on les connaît. Ils sont nés, ces gens-là. Aux dernières nouvelles. Donc, le sujet, il est là depuis longtemps. Mais on n'a pas envie de le voir. La réalité, elle est juste là. Sauf que le sujet, et c'est ce qu'on va essayer de traiter ce matin, il a un impact majeur sur notre territoire. Vraiment. Et dans notre quotidien, à tous, quel que soit notre niveau. Alors du coup, pour ça, il y a eu des hommes et des femmes qui un jour se sont dit, ce sujet, il faut qu'on arrive à faire prendre conscience que c'est un vrai sujet majeur. Et on va faire naître un outil pour ça. Alors, celui qui a fait naître un outil comme ça, il y a de cela 15 ans, c'est un grand professeur pour qui j'ai énormément d'estime, qui s'appelle le professeur Gilles Beru. Il était au service de gériatrie du CHU de Nantes. Et en fait, il en avait ras-le-bol, pardon, mais c'est vraiment le mot, de gérer l'urgence gériatrique. Il y a déjà 15 ans. Hein. Il gérait l'urgence constamment. Et à chaque fois qu'il voyait une urgence gériatrique, il se disait, on aurait pu l'éviter. On aurait pu éviter cette urgence. Il faut qu'on fasse quelque chose pour éviter cette urgence. C'était ça son challenge. Alors, il était allé voir un grand président que vous connaissez bien, qui est un peu du département, qui s'appelait M. Oxiette. Et M. Oxiette, même s'il a présidé un lycée, dans lequel mon mari a grandi, a dit, écoute, ce challenge, j'y crois. Ce challenge, j'en ai conscience aussi, et je veux faire ce pari. Et ce Géronte-Paul Pays de la Loire, il est né d'une belle rencontre, de la rencontre de ce président avec le professeur Beru. Déchu, parce que il était sur une urgence gériatrique, donc le CHU Nantes, le CHU d'Angers. Et puis, il y avait plein d'entreprises déjà à l'époque qui s'intéressaient au sujet, parce que les entreprises, elles ont une vision aussi, hein, très clairement. Hein. C'était du coup la Chambre de commerce de l'industrie de la région. Voilà comment est né ce petit outil. J'appelle ça un outil parce que c'est une instance technique. Et en fait, son ambition, c'était de créer un hall de gare. On m'a dit ce matin, mais pourquoi tu as fait un hangar ou un aéroport ? Je n'ai pas fait un hangar ou un aéroport. Il y a bon nombre d'adhérents aujourd'hui présents ici. Quand on est une école, quand on est une entreprise, quand on est des communes, se croiser, ce n'est pas si évident que ça. Même si aujourd'hui, à l'ESTV, c'est le cas. Ce hall de gare, il était nécessaire. Comment on décloisonne pour traiter de ce sujet ensemble ? Comment faire que les collectivités, les écoles, quelle que soit l'école, les CH, les CHU, les libéraux, les caisses de retraite, les banques, les usagers eux-mêmes se rencontrent à un même endroit, les entreprises évidemment. Alors, le mot entreprise, pardon, mais on va se mettre d'accord aujourd'hui directement.
Une entreprise au sens européen du terme. Qu'on soit lucrative ou non lucrative, on est une entreprise. Aujourd'hui, une association, elle gère ses deniers comme une entreprise. Alors évidemment, elle ne fait pas de bénéfices, mais on doit gérer aujourd'hui, d'accord? Une entreprise au sens européen du terme. Et elles sont toutes concernées, parce que l'innovation, elle est technologique, elle est servicielle, elle est organisationnelle. Aujourd'hui, l'innovation, elle est sur 3 pans. Il faut arrêter de penser que l'innovation, elle est que numérique et que techno. Hein. L'innovation, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire techno si derrière, vous n'avez pas d'accompagnement. Ça ne marche plus. Donc, c'est un grand hall de gare. Ça, c'est sa singularité. Il y a 15 ans, hein, dans un domaine précis qui était celui de la transition démographique. On décloisonne, on travaille ensemble. Incroyable. Alors, vous allez dire, mais et cette idée, on était le second gérontopole en France. Et vous en êtes où? En fait, le sujet, il est tellement important. Le décloisonnement, il est tellement important. Cette singularité est tellement importante que nous sommes aujourd'hui, depuis 2 mois, 12 gérontopoles en France, sur 13 départements. Régions, pardon. Sur 13 régions. Oui, il y a 13 régions en France. Sur 13 régions. Et c'est là qu'on voit que le modèle Gérontopole Pays de la Loire a été un modèle pour beaucoup de régions. 80% des gérontopoles se sont faits à l'effigie de notre gérontopole. Comme quoi l'idée n'était pas complètement saugrenue quand même. Donc vous voyez ce petit schéma-là, le milieu académique, les laboratoires, les CHU, les universités qui font de la recherche appliquée, les collectivités qui font de la formation, collectivités territoriales indispensables. On ne peut rien faire sans les collectivités territoriales. Comment on déploie derrière si on fait sans eux? Les usagers, ils sont bien là. La formation, vous pourrez innover si vous ne formez pas les gens, ça ne marche pas. Et évidemment, le développement économique au sens noble du terme, innover, développer, accompagner. Pour ça, il y a des instances. Eh oui, il fallait bien que je mette la photo. Tu n'avais pas le choix, Bénédicte. Ça, c'est notre conseil d'administration. Un conseil d'administration, normalement, ils sont 24, là, ils sont 25. Parce qu'en fait, quand il y a un conseil d'administration qui est élu au Gérontopole, il y a moins de sièges que de personnes qui veulent y aller. Donc, vous savez, dans ces cas-là, on ne mettrait pas sous la musique de Balboa pour savoir qui va être élu. Mais c'est sympa, parce que les gens sont impliqués. C'est des vrais moteurs, c'est des passionnés qui ont envie de faire bouger les choses. Et je peux vous dire qu'ils challenge. Ils challenge, ils ont des idées, ils font avancer. Une vraie assemblée générale, c'est 220 adhérents. 220 adhérents, c'est le groupe VILF, c'est un adhérent. Un conseil départemental, c'est un adhérent. Une ARS, c'est un adhérent, etc., etc. Un département, c'est un adhérent. Et c'est tous ensemble. Alors, vous êtes régionaux, mais au moins, vous avez des idées qui viennent d'ailleurs. Vous croisez aussi pour faire plus vite, plus loin, ensemble. Et puis, aujourd'hui, la compétence qu'on a, c'est aussi de travailler avec d'autres gérontopoles. Et quand on va sur un salon, sur un village des gérontopoles, et que vous rencontrez d'autres entreprises ou d'autres collectivités, et que vous mettez à bosser ensemble, c'est juste une vraie satisfaction aussi d'inspiration. On ne travaille jamais tout seul au Gérontopole. On est 22 collaborateurs. Des géographes, un de Redon, Michael Blanchet, entre autres, qui m'accompagne, mais des sociologues, des gériatres, des cliniciens, enfin toute une typologie de collaborateurs. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Mais alors, c'est juste un plaisir de travailler avec chacun d'entre eux au quotidien. Et puis la force, c'est toute la compétence de nos adhérents. Il faut être clair. Quand on n'a pas la compétence en interne, on va la chercher en externe. J'ai plein de spécialistes dans le champ de la dénutrition du domicile, c'est un clin d'œil, dans le champ de la mobilité, etc., etc. De l'habitat, l'habitat inclusif, enfin, on en reparlera. Des comités prospectifs économiques, on pose forcément la question, à quoi sert un gérontopole dans 20 ans pour vous, dans votre stratégie? Ce sont des vraies questions. Un gérontopole, ce n'est pas là pour maintenant tout de suite. C'est comment on accompagne, comment on va plus vite, comment on va plus loin ensemble. Et puis un club régional des usagers, excusez-moi, on ne sait pas faire sans eux. Vous pourrez faire la plus belle innovation si ça ne répond pas aux besoins et aux attentes de l'usager ou aux besoins et aux attentes des professionnels, eh bien, on sera à côté. Donc, le club régional des usagers, c'est 120 000 usagers
aujourd'hui qui travaillent aux côtés du Gérontopole des Pays de la Loire. Alors, je n'ai pas le listing, vous connaissez le sujet de la RGPD. Mais par contre, Famille Rurale de Vendée, UTL de Mayenne, France Alzheimer Angevine, Club Génération Mouvement, ECTI, Hold Up, toutes ces associations d'usagers font partie du Gérontopole. Et j'en oublie, hein, ils me taperont sur les doigts, je vous promets. Mais en fait, ils participent tous à l'accompagnement à l'innovation. Et ça, c'est vraiment important. Le Gérontopole, c'est vraiment 5 axes. Et je vous en ai parlé tout à l'heure en vous montrant un petit peu qui participait. C'est d'abord un socle solide. C'est la recherche clinique avec ceux qui savent faire, hein. Les tiers-lieux et autres. Hein. Tout le monde fait partie, on est tous à travailler ensemble. Et puis la recherche sciences humaines et sociales. C'est vraiment important aussi, vous allez voir pourquoi. La formation, on en parlait, l'accompagnement des territoires, le sujet de l'innovation et enfin le sujet de la communication. Pour faire simple, le Gérontopole, si je dois le décrire, il doit mener 2 typologies de réflexion. D'abord, des études transdisciplinaires. Ça veut dire de la recherche et l'animation, animer une réflexion terrain. Toujours être connecté au terrain. C'est indispensable. Cette logique de R&D, c'est déterminer les trous dans la raquette. Indispensable de déterminer les trous dans la raquette. Je vous donne un exemple, le plan anti-chute. C'est un sujet qui est porté par le ministère de la Santé. Donc c'était Macron qui, à l'Europe, a décidé de reprendre ce plan anti-chute et de l'imposer au niveau national. Objectif des agences régionales de santé, en France, moins 20% de chuteurs. Dans 2 ans maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont menées sur le territoire pour éviter la chute? C'est une vraie question. Et comment permettre aux acteurs de faire encore mieux et de, quelque part, permettre moins de chuteurs? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que aujourd'hui, les pompiers relèvent parfois, on en parlait hier soir, 90 fois la même personne en moins de 3 mois. Vous avez 80% de pompiers qui sont bénévoles. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Et on rajoute la téléassistance, qui est importante, parce que ça rassure les dents et ça rassure les dés. Sauf que depuis que la téléassistance est arrivée, le nombre d'appels pompiers pour un risque de chute, il a augmenté. Donc comment on peut faire pour accompagner, peut-être inventer de nouveaux métiers, ou permettre à certains métiers existants de déterminer s'il y a une chute ou pas? On vérifie. Et s'il y a un problème, on appelle les pompiers. En tout cas, il y a toute une réflexion à avoir sur ce sujet qui est indispensable. On voit bien que ça touche des métiers, tous les métiers. Et puis derrière, c'est les urgences hospitalières. Hein. Si je continue la chaîne, hein, qui sont déjà très encombrées. Voilà. Bon, ben voilà, on revient sur un parcours. Donc le sujet de l'innovation, le trou dans la raquette, de l'accompagnement du sujet, comment on accompagne le sujet, comment on fait ensemble. Sur le sujet que je viens de vous citer, il vous faut le SAMU, il vous faut le SDIS, mais pas que. Il vous faut le CH, et puis il faut peut-être l'aide à domicile qui, elle, se rend compte qu'il y a une chute. Quelle est la place de l'aidant dans le dispositif? Quelle est la place demain de ce qu'on appelle le SPDA? Vous allez voir, il y a plein d'acronymes qui vont arriver. Le SPDA, ça va être vraiment un outil de coordination qui est porté par les départements, entre autres, pour vraiment accompagner la personne âgée, du médico-social au sanitaire, etc., etc. Ce n'est pas des sujets simples. C'est pas des sujets simples. Et c'est là aussi qu'un outil qui permet de réunir permet de faciliter la mise en place du parcours. Et puis une logique de transmission, donc conception, et puis derrière, conception de solutions jusqu'à l'évaluation. Si vous ne faites pas d'évaluation dans des contraintes économiques que l'on vit actuellement, c'est juste une catastrophe. L'évaluation, c'est l'évaluation d'impact sur la personne concernée, mais c'est aussi l'évaluation clinique de dispositifs. Pourquoi, si on ne fait pas d'évaluation? Parce que vous pourrez, en tant que commune,
financer par exemple un beau dispositif si vous n'en connaissez pas l'évaluation d'impact, savoir si ça fonctionne ou pas, quels sont les leviers ou au contraire les freins à ce dispositif. Ça veut dire que les deniers publics qui sont mis en œuvre ne sont pas forcément vérifiés dans l'efficience du dispositif. Et l'objectif, c'est de le rendre le plus efficient possible. Évidemment. Mais c'est vrai, quelle que soit l'innovation. Hein. Pour une entreprise, encore plus peut-être. Donc là, je vous ai présenté un espèce d'outil qui permet d'innover, d'accompagner. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est la transmission. Au Gérontopole, on ne peut pas créer sans transmettre. C'est de notre rôle de vous transmettre ce que l'on sait pour votre stratégie, pour votre feuille de route. Donc, vous retrouvez des rapports, vous nous appelez tout simplement, des fois sur certains chiffres. Et on aura plaisir, évidemment, à accompagner. Ça, c'était sur le niveau de la recherche. La partie territoire, elle est prégnante aussi parce que le sujet, c'est vos citoyens au quotidien sur votre territoire. Comment on les accompagne, comment on fait mieux avec tous les acteurs. Et pour ça, Mika, tu en parleras certainement. Il y a des outils aujourd'hui qu'on a mis à disposition, qui vont être mis à disposition des élus et des agents territoriaux pour leur permettre d'avoir des données communes avec toutes les institutions politiques, structurantes du sujet du bien vieillir. Avoir une donnée commune, c'est juste essentiel aujourd'hui. Et le Gérontopole a travaillé dessus. La formation, je vous en ai déjà parlé. Et puis évidemment, l'innovation. Et vous êtes porteur d'innovation. Faire connaître vos sujets, vos innovations, vos trous dans la raquette, vos demandes, c'est essentiel. Quand j'ai un Sadax Sirani qui travaille sur le sujet de l'alimentation en EHPAD et qui dit ben voilà, j'ai envie de partager avec vous tous l'envie de travailler sur le domicile avec mon savoir-faire qui travaille avec moi, eh bien l'ADMR, des spécialistes comme des portages de repas vendéens, l'ISEO, etc., se mettre dans le dispositif pour travailler ensemble et pour pouvoir innover. Voilà, c'est tout ça en fait qui fait que demain on innove ensemble. On innove ensemble, pourquoi? Et là on rentre sur la réalité. Mickaël, je te laisse la place. Merci. Merci en tout cas à l'OSTV pour l'accueil, et également au Crédit Agricole pour cet accueil, puis pour l'opportunité de nous de présenter entre guillemets le Gérontopole, ça c'est Valérie, et aussi de voir et d'esquisser avec vous les différents enjeux relatifs au vieillissement de la population vendéenne. Alors, au niveau, on va avoir différentes cartes qui seront situées au niveau régional et d'autres qui seront au niveau vendéen. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a à l'heure actuelle 700 000 personnes âgées, 700 000 personnes sur le territoire vendéen, dont 177 000 sont des personnes âgées de 65 ans et plus, et un petit peu moins de 52 000 qui sont âgées de 80 ans et plus. Vous avez besoin qu'on se décale ? Alors, on a donc par rapport à ça, je prends la petite, je vais en avoir besoin. Hop. Comment on en fit ? Donc on a cette population vendéenne qui est donc 700 000, le 3e département de la région Pays de la Loire, avec un phénomène de gérontocroissance qui est extrêmement élevé, qui est propre au territoire national. C'est-à-dire qu'on a la gérontocroissance, c'est une évolution positive du nombre de personnes âgées. Donc c'est ça. Et parfois, certains territoires sont en gérontodécroissance. C'est-à-dire qu'on a, notamment, on le verra ensuite sur la Mayenne et la Sarthe, c'est-à-dire qu'on a des territoires où on a de moins en moins de personnes âgées. C'est absolument pas le cas sur le territoire vendéen, sur lequel on a, ce qu'on peut s'apercevoir, donc sur ces 177 000 personnes âgées de 65 ans et plus, une surreprésentation, tout sur le long de la façade littorale, mais aussi une surreprésentation sur le quart sud-est, notamment au niveau du pays de Fontenay-le-Comte, une surreprésentation des personnes âgées, qui n'est pas sans conséquence. Et puis après, de manière éparse, sur différentes communes vendéennes. Donc on est face à cet état des lieux qui est important, qui a été rappelé par M. Robin en complément de Christophe en préambule. On est face à cette cartographie. Au-delà de ça, un des faits majeurs qui caractérise la Vendée, c'est le fait que, notamment toute la façade littorale, se caractérise par environ
quasiment un habitant de 65 ans et plus qui est récemment arrivé, donc depuis moins de 5 ans. Donc ce qui n'est pas sans conséquence, d'une part, d'un point de vue immobilier, d'un point de vue foncier, mais aussi et surtout en matière de sociabilité, d'intégration sociale sur la place. Donc ça, c'est un des phénomènes très marquants qui avait été étudié dans les années 2000 par un géographe angevin, qui avait cartographié toute la façade atlantique et qui avait pu, Didier Bézingrand, pour ne pas le citer, et mettre en avant les différentes stratégies, entre guillemets, résidentielles liées à l'héliotropisme, notamment vendéen, aussi du golfe du Morbihan, avec des stratégies aussi en arrière-fond, de retour dans les agglomérations de Lyon, de Nantes ou de Paris, quand les difficultés de santé ou relationnelles apparaissent. Donc on est face à ces singularités. Et néanmoins, donc, on a cette cartographie du nombre de personnes âgées sur le territoire, mais hop, je reviens en arrière. Derrière, c'est quelles personnes âgées on a. On n'a pas forcément les mêmes populations, selon l'origine sociale, socio-professionnelle, selon aussi l'âge, selon le sexe, selon le fait d'habiter seul ou non, selon les revenus, selon le fait d'être propriétaire, selon le fait d'habiter depuis 5 ans, 2 ans ou plus de 20 ans dans la résidence principale. Et donc, on a pu établir une typologie au niveau régional. Et on a différents types de profils. Donc, profil rural, agricole, rural, etc. Et la Vendée, par rapport à cette typologie, puisque j'ai pu faire entre guillemets un focus sur nos départements, Jean Renard, il y a différents géographes, l'OESTV, on en parlait hier soir avec Christophe. Oui. Alors, je vais la faire simple. Profil rural agricole, c'est que vous avez, entre guillemets, c'est un profil qui se singularise par une surreprésentation des personnes âgées dans la population locale, surreprésentation des anciens agriculteurs, ce qui n'est pas le cas partout en milieu rural. Généralement, c'est plutôt les ouvriers et anciens employés qui sont surreprésentés. Il y avait de manière éparse un tissu industriel. Également, on a une surreprésentation pour le profil rural agricole des personnes âgées qui vivent seules, notamment des femmes. Et puis également, on a un niveau de revenu qui est moindre. Pour le profil rural tempéré, on est face à des territoires qui sont un peu entre deux, qui ont une surreprésentation des personnes âgées dans la population locale, mais qui est moins prononcée que pour les profils ruraux un peu plus agricoles. Et donc, on a aussi un taux de propriété qui est plus important, une représentativité des personnes qui vivent seules qui est faible, ce qui se distingue du profil rural agricole. Et puis on a des niveaux de revenus qui sont extrêmement importants. Enfin, qui sont pas extrêmement importants, mais qui sont plus importants. J'ai pu répondre à votre question ? N'hésitez pas, hein, si vous avez des petites questions, vous levez la main, faites signe, il n'y a pas de problème. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a différentes Vendées. Une Vendée plutôt périurbaine et avec La Roche-sur-Yon, et une Vendée un profil littoral tout le long de la façade, qui est plutôt aisée, avec une surreprésentation des personnes âgées qui vivent avec des conditions de revenus qui sont plus favorables, qui sont récemment installés également. Et puis à l'opposé, on a d'autres profils plus ruraux, plus excentrés. Et on verra que toute cette cartographie, elle est rémanente. On la retrouve tout le temps. C'est pareil au niveau régional, c'est ce que je vous présentais juste auparavant. En termes de fractures, ça vient tout, c'est toujours les mêmes. Néanmoins, et donc elles ont leur pesanteur, on va le voir. Je reviens en arrière, c'est pas bon. Et donc, par rapport à toutes ces typologies, ces caractéristiques sociales, économiques, démographiques, du vieillissement du territoire vendéen, la question, on est depuis le milieu des années 90, puis notamment au début des années 2000 avec l'APA, avec cette volonté de personnaliser les réponses de la part des politiques publiques. Ça, hein, allocation personnalisée autonomie, on a la loi du 2 janvier 2002, qui, elle, justement personnalise aussi le recours aux soins, donc avec toute une série d'outils qui permettent justement de prendre en compte les doléances et les besoins des personnes. On est face à un mouvement de fond où on résout les besoins, on s'adresse de manière personnalisée aux personnes. Ce n'est pas uniquement propre au cas du vieillissement et de l'autonomie, mais donc ça a des conséquences, et on va les voir. Première conséquence, c'est par rapport à cette volonté d'adapter au territoire les réponses,
Et sachant qu'au Gérontopole, même si on ne travaille pas uniquement sur le domaine médical, médico-social, une de mes grosses présentations va être justement de focaliser là-dessus. Et ce qu'on peut s'apercevoir par rapport à ce score, c'est que j'ai pu croiser différents indicateurs. On a donc le nombre de généralistes, la densité de généralistes, les pharmacies, les kinés, les infirmiers, les dentistes, etc., les laboratoires. Et donc j'ai pu créer un score dessus. Et par rapport à ce score, donc de 0 à 10, plus vous êtes proche de 0, moins vous êtes équipé. Et plus vous êtes proche de 10, mieux vous êtes équipé. En ce sens, donc la Vendée, par rapport à ça, présente entre guillemets un peu une situation de sous-équipement. C'est le cas au niveau du bocage vendéen, à 1 degré moins de Montaigu, et également au niveau de toute la façade est du département. À 1 degré moindre, les Sables d'Olonne, mais aussi La Roche-sur-Yon, s'en sortent un peu mieux. Donc ça, c'est un des phénomènes marquants du territoire. Également avec une densité qui est un peu moindre au niveau... Excusez-moi, j'ai un petit coup de barre. Est-ce que vous aurez un petit verre d'eau? Ça peut être pas mal. Donc, je continue quand même malgré tout. Show must go on. Donc avec, entre guillemets, une répartition telle qu'on la trouve au niveau de la médecine générale, libérale, avec la Vendée qui singularise par une sous-densité pour 10 000 habitants du nombre de généralistes, 6,5 contre 9. Donc on a ce gap. Et avec, entre les intercommunalités, une surreprésentation très locale des poches de surreprésentation, notamment sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables d'Olonne, un petit peu sur le terre de Montaigu, qui profite un peu du tropisme de l'agglomération nantaise et du CHU. Également, c'est un peu le cas, mais 1 degré moins de Challans, et puis aussi un effet CHD avec l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Mais à l'inverse, toute la façade sud et la façade est, merci, se distinguent par justement une moindre densité de généralistes libéraux, et donc qui va avoir des conséquences importantes. On va le voir par rapport au recours, puisqu'on s'aperçoit que là, c'est le nombre moyen par habitant de 65 ans et plus de consultations auprès d'un médecin généraliste libéral. Et on s'aperçoit qu'en Vendée, il y a une consultation par an qui saute par rapport à la moyenne nationale. Sachant que, entre guillemets, l'état de santé des Vendéens, notamment au niveau cardiovasculaire et au niveau des cancers, est proche de la moyenne nationale. Tout ce qui est maladie neurodégénérative et diabète, par contre, c'est des indicateurs qui sont un peu plus favorables. Donc, en théorie, on devrait être justement assez proche de la moyenne nationale. Et sauf que là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en termes de recours aux médecins généralistes, il est moindre. Et une consultation saute par an pour la population de 65 ans et plus. Sachant qu'on trouve certains trous, merci pour le verre, au niveau tout le temps des mêmes territoires, de l'est de la Vendée, et à 1 degré moindre, ce qui est intéressant, au niveau de l'intercommunalité de Vendée Grand Littoral, donc du secteur de la Tranche-sur-Mer, qui pose question par rapport au recours, et justement à l'accès aussi plus précisément aux médecins généralistes. Également, ce qu'on s'aperçoit, c'est une des données qu'on a pu agréger au niveau de notre outil, qui est Cartage, donc qui est un outil de cartographie en ligne qui concentre toute une multitude de données sur la santé, la médecine générale, mais pas que, le recours aux soins, la mobilité, l'environnement, la citoyenneté et l'habitat. Donc on vous donnera le lien aussi à la suite de la conférence. Ce qu'on a pu percevoir, ça c'est un peu une petite pépite, cette carte, c'est la part des personnes âgées qui consultent en dehors, dans une commune éloignée de la leur. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même tout le temps cet effet au niveau du quart nord-sud-est de la Vendée, où on retrouve vraiment un recours qui est beaucoup plus éloigné, qui joue à une échelle quasiment intercommunale, et parfois même plus. Et donc qui pose des questions là encore en termes d'accès. Oui ? Là, elle est en jaune, là, elle est renseignée.
On n'a pas de données forcément tout le temps sur les lieux, c'est à part. Ah non, c'est-à-dire que là, pour vous dire, pour la cuisine, c'est le SNDS. En gros, c'est l'assurance maladie. Vous avez, par exemple, moi je vais chez un Toubib, vous allez chez un Toubib, vous avez, entre guillemets, c'est tracé par l'assurance maladie. Et on peut le retrouver de manière anonymisée, bien entendu, et on agrège les données. Par exemple, on va prendre mon cas, moi j'habite Angers, on va prendre la tranche d'âge des 40-50 ans, et on va savoir où ils consomment des soins, combien de fois ils ont été chez une pharmacie, etc. Pour l'île-dieu, c'est pas possible, dans la mesure où, en termes d'encodage, ça ne marche pas. C'est pas unique à l'île-dieu, il y a d'autres territoires comme ça. Juste pour expliquer, là on a les communautés de communes. L'île-dieu n'est pas une communauté de communes, donc dans les outils statistiques, l'île-dieu saute parce que c'est pas une communauté de communes. Donc des fois on peut la ramener dans le jeu de données. Parfois en fait on n'a pas forcément la donnée de l'île-dieu parce que ça nécessiterait des calculs dont on n'a pas les données initiales. Oui, allez-y. Ils sont dépendants de l'hôpital de Challans et donc tout est intégré à l'hôpital de Challans et à Challans même. Merci. Oui, alors là, par rapport à cette donnée qu'au niveau communal, celle d'avant ? Celle-là, peu importe, ou celle-là. Ouais. Celle-ci, ça, c'est le nom. C'est pondéré sur plusieurs années, 2022-2023 de mémoire. C'est l'autre après, ouais. Ah, d'accord. Excusez-moi. Non, c'est bon. J'ai repris un peu de peps. Celle-là, oui, ça veut bien dire que mon médecin généraliste est éloigné et je mesure combien de fois je le consulte. Voilà. En gros, ça, c'est la part, entre guillemets, des personnes âgées qui consultent dans une commune qui est située au-delà d'une commune voisine, au-delà d'une commune limitrophe, donc dans ce qu'on appelle une commune éloignée. C'est ça. Et donc là, par exemple, vous avez dans ces territoires, vous avez les 2/3 qui consultent au-delà d'une commune voisine. Alors, il y en a 0% qui consultent dans la même commune puisqu'il n'y a pas de généraliste. Donc parfois, il y a des petites capillarités, c'est-à-dire que ça se fait dans la commune voisine, que ce soit dans les Deux-Sèvres ou bien même dans une commune vendéenne. Mais ça veut dire que pour la plupart, ils sont obligés de voir ailleurs. Et c'est parfois entre un quart d'heure et 25 minutes pour avoir accès au médecin généraliste. Alors c'est du quotidien, donc c'est moins évident. Et ça fait sauter, ça fait pondérer, entre guillemets, à la baisse le recours aux généralistes, sachant que derrière, c'est des complications en termes de diagnostic, d'orientation, de suivi, etc. Pour les spécialistes, ce n'est pas du tout le même effet. C'est pour ça que je n'ai pas affiché, puisqu'il y a une adaptation qui est totale, que ce soit aux cardiologues, aux spécialistes qu'on peut avoir dans les CHD. Il y a une adaptation qui peut se faire au niveau départemental, même à une échelle régionale, voire même nationale. Il y a beaucoup de mécanismes de solidarité qui s'activent dans ce genre de moment. Donc c'est pas spécialement trop un souci. Par contre, au niveau du quotidien, c'est moins évident. Également, alors, en termes de recours aux urgences, effectivement, on va le voir aussi à la fin, je vais l'aborder. Il y a tout le temps des liens entre médecine de ville, médecine hospitalière, et aussi les activités médico-sociales. Et on s'aperçoit que toute la façade, tout ce quart sud-est est toujours, c'est là où on retrouve également le recours aux urgences qui est le plus élevé. Également aussi au niveau de La Roche-sur-Yon et des SAB, mais aussi pour des raisons saisonnières, notamment je pense au SAB. Où là, ce que j'ai pu voir au niveau des stats, c'est qu'il y a des pics de juin à septembre, et notamment pour les personnes âgées, ce qui est logique. Michael, tu m'as demandé de te le dire, il te reste 5 grosses minutes. 5 grosses minutes, bon, je vais pouvoir faire. Je vais tenter en tout cas. Alors, je vous parlais entre guillemets des tensions qu'on pouvait retrouver sur le versant médical dans l'accès aux médecins généralistes. Après, ce qu'il faut voir aussi en miroir, c'est que la Vendée dispose de différents atouts, différentes ressources par rapport à l'accompagnement même du vieillissement. Premier atout, c'est un parc médico-social qui est assez conséquent, donc avec
que ce soit au niveau des maisons de retraite médicalisées, donc des EHPAD, ou bien même des résidences autonomie. Donc on est face à, notamment au niveau du bocage vendéen, on est face à justement un territoire qui est plutôt bien doté en la matière. Pareil par rapport aux services de soins infirmiers à domicile. Donc on a un parc médico-social qui est là, qui n'est pas forcément non plus, qui a certaines fragilités, je pense notamment au domicile et aux services d'aide et d'accompagnement au domicile, mais néanmoins il y a quand même un minimum d'offres en face qui, notamment en matière d'aval, au niveau de l'aval d'hospitalisation, permet justement d'absorber certains besoins. Également, par rapport à tout ça, en complément, au-delà de cette carte-là que je viens de vous présenter, je peux la remettre, c'est qu'on a aussi, notamment pour toute la façade, le quart nord-ouest du département, on a globalement des populations actives qui restent sur place, qui travaillent sur place. Donc avec des solidarités familiales qui sont extrêmement élevées. Et donc qui vont parfois pondérer les activités des aides à domicile, retarder l'entrée en maison de retraite, etc. C'est pas la même mélodie sur le quart nord-est, mais surtout sur la façade atlantique, où là on s'aperçoit que en termes de recours aux soins, il peut être parfois plus précoce, et en termes de détection des besoins, il peut être aussi à des niveaux plus tard, plus sévères. Donc il y a toute cette chaîne de prévention qui me semble intéressante à pointer. Alors pour quel défi à venir ? Docteur, allez-y. Oui, je disais, je pense que dans la précédente diapo... Celle-ci ? Oui. En fait, le problème qui se pose, c'est que les places en EHPAD sont avant tout à l'est du département, et notamment au nord-est du département. Et on voit bien que sur la côte, c'est l'inverse. On va en parler. Et ça pose problème parce que, comme vous l'avez montré initialement, c'est dans la côte que ça se pose comme problème. Alors ça, c'est la bande-annonce. Mais allez-y, je vous laisse terminer. Deuxième point qui me paraît aussi important, vous avez parlé de la solidarité entre les familles. Ce n'est pas le cas sur la côte. Oui, dans la mesure où il y a un éloignement familial et que c'est à distance. Alors j'avais audité en tant qu'évaluation externe le CCAS de Cannes. On avait, ça c'est une petite parenthèse, je vais la faire courte. Christophe, t'inquiète pas. Effectivement, il y avait beaucoup de Parisiens qui migraient justement à la retraite sur le littoral méditerranéen. Et donc, j'avais fait une évaluation externe pour le compte de la ville de Cannes. Donc, j'avais été au domicile. Et effectivement, ce qui m'avait frappé, c'est pas nos grosses solvabilité des populations, mais c'est le fait qu'elles étaient arrivées récemment. Et dès qu'il y avait des épreuves, il y avait des situations d'isolement, aussi des situations de recours tardif à un niveau désespéré aux services médicaux et médico-sociaux. L'hypothèse peut se poser, on peut poser cette question-là aussi sur le littoral vendéen. Après, je pense que là, c'est très empirique ce que je vous dis. Faudrait tester ça. Mais effectivement, qu'est-ce qui se passe quand les épreuves de la vieillesse, quand il y a un AVC qui se pointe sans qu'on ait crié gare, et ça, c'est des questions de fond qui me semblent intéressantes à traiter. Alors pour quel défi ? Je vais enchaîner assez rapidement. On est face à un vieillissement au niveau de la Vendée qui est à la fois endogène, donc avec une pyramide des âges de la population vendéenne qui augmente, et puis également par rapport aussi à une arrivée massive, un héliotropisme, une attractivité du territoire vendéen, notamment le long de la façade atlantique, chose que vous connaissez. Et donc, par rapport à la population supplémentaire, selon l'âge, entre 2021 et 2040, la population vendéenne va passer de 700 000 à 750 000 habitants sur cette période, avec une augmentation du nombre de personnes âgées. Où là, on va avoir les 65 ans et plus qui vont représenter d'un habitant sur 4 à l'heure actuelle, à un petit peu moins d'un habitant sur 3. Donc, ce qui n'est pas non plus sans conséquence sur toutes les activités économiques, sur les activités médicales, etc. Et puis également, une gérontocroissance du nombre de personnes âgées de 80 ans et plus, ce qui est extrêmement important. Alors, avec différents besoins en médecins généralistes libéraux à l'horizon 2035, qu'on a pu cartographier, qu'on vous restituera au niveau à la suite de cette présentation. Et puis des questions surtout sur le vieillissement aussi des actifs.
notamment des aides à domicile, puisque 50% d'entre elles ont 50 ans et plus à l'heure actuelle, donc avec des questions sur les recrutements. Et puis, comme vous l'avez pointé, docteur, quel parc aussi, quelle répartition des places en EHPAD. Avec cette carte, on a, entre guillemets, plus 550 places à développer pour maintenir le taux d'équipement régional actuel au niveau de la Vendée. Donc 550 places, je vous laisse faire le calcul, on divise par, entre guillemets, 80, 90, ça vous fait, entre guillemets, 8 EHPAD, entre 7 et 8 EHPAD à développer. Néanmoins, du fait d'une répartition inégale des EHPAD sur le territoire, les besoins ne vont pas être les mêmes partout. Avec des besoins plus importants sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables-d'Olonne, mais aussi La Roche-sur-Yon, et puis entre guillemets, des excédents sur toute une bande nord, où là, on a tout un parc, un héritage aussi religieux, mais aussi municipal, d'un parc médico-social, où il va bien falloir, entre guillemets, se poser la question de sa saturation. Donc ça, c'est un des gros défis, et donc amené de manière conjointe entre les collectivités territoriales, les départements et les ARS. Mais entre guillemets, des gros déséquilibres à venir sur ce champ-là. Et également, à mon avis, c'est ce que je vous disais, il y a 3 composantes et même 4 qui vont être importantes à suivre, entre guillemets, en termes de constante. D'abord, c'est les établissements médico-sociaux, EHPAD, services de soins infirmiers à domicile, services d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc il y a des maires, les CCS ou bien même les autres services commerciaux qui justement œuvrent auprès au domicile, participent à l'accompagnement à domicile des personnes âgées. Où là, par rapport à toutes ces... là, en termes de recrutement, il y a d'énormes tensions. On en parlait hier justement avec Christophe, à un niveau de qualification moindre. Il y a des arbitrages, des choix qui sont faits par rapport aux populations et qui se dirigent davantage vers d'autres domaines du tertiaire ou parfois même vers le secteur secondaire. Donc des concurrences entre les emplois. Et donc là, énorme tension. Et à mon avis, elles vont aller de pair. Pareil, par rapport au niveau médico-social, c'est en termes d'accompagnement en EHPAD, mais aussi au domicile, quelle professionnalisation, quelle capacité du territoire vendéen à attirer des travailleurs qui vont justement développer des métiers pour justement accompagner ces populations. Là, on s'aperçoit que le delta commence à être un peu compliqué et que ça risque de tirer la langue dans les années à venir par rapport à ces besoins. Donc là, c'est une énorme question aussi, qui est aussi très géographique. C'est-à-dire c'est aussi par rapport à ces métiers dont les salaires sont moindres, c'est la capacité à résider à côté de leur lieu de travail. Or, on s'aperçoit qu'ils sont sans cesse, en permanence, éloignés de leur lieu de travail. Et donc, ce qui, en termes d'arbitrage économique, notamment avec la prix de l'essence, etc., parfois pose des questions. Et donc, il y a aussi cette pression foncière. Deuxième point, c'est les soins de ville. J'ai fait un petit panorama où on s'apercevait que, entre guillemets, il y a certains besoins et que ça risque de continuer, sachant que la médecine aussi évolue. La médecine générale évolue, c'est plus féminin, on n'est pas forcément sur les mêmes amplitudes horaires, sur les mêmes types d'implications, sur les mêmes types de pratiques. Donc ça va être un énorme défi. Et puis également les activités hospitalières, où là, toute la question, ça va être de savoir dans quelle mesure, que ce soit en amont, donc en hospitalisation planifiée, mais aussi non planifiée via les urgences, les CHD et puis les autres établissements arrivent à absorber la demande et justement à la réguler en aval. Et ça rejoint les établissements médico-sociaux et justement à leur capacité à bien accompagner la sortie d'hospitalisation, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Donc il faut avoir un minimum de tissu pour pouvoir le faire. Voilà. Et ça, je laisse la place à Valérie pour la petite conclusion. Donc, clairement, quelle est notre prospective aujourd'hui? Mickaël a vraiment bien présenté un vieillissement de la population active. Vieillissement de la population active, ça veut dire quoi? Ça veut dire une vraie gestion prévisionnelle des compétences. De quelles compétences on a besoin demain? Ça, c'est essentiel. Et tu le disais, 90% aujourd'hui de la population a envie de vivre et de vieillir à domicile. Enfin, ça, c'est une réalité aussi. C'est de quoi on a envie.
Donc pour ça, il va falloir accompagner le domicile. Accompagner le domicile, c'est parfois créer de nouveaux métiers. On voit que les infirmières azalées, aujourd'hui les IPA, hein, on en parlait encore hier soir, là, c'est les infirmières de pratique avancée ont un véritable rôle demain pour accompagner le domicile. Mais le sujet de l'HAD aussi, quelle est la place de l'HAD demain? C'est l'hôpital à domicile. Est-ce que l'HAD tel qu'il existe aujourd'hui a une organisation optimisée? Est-ce qu'il ne faut pas améliorer l'optimisation? Et là, je vous promets, il y a plein de choses à innover. Hein. Et derrière, est-ce qu'on ne peut pas penser l'HAD différemment? Enfin voilà, des sujets du domicile qui sont extrêmement prégnants. L'attractivité des territoires sur toutes les catégories. Comment on fait sur des territoires vieillissants pour devenir attractif? Ça, c'est essentiel aussi. Et puis, une vraie montée en puissance, c'est ce que tu disais, Mickaël, du statut d'aidant. La génération sandwich. En fait, on se retrouve sur une génération qui doit s'occuper de ses enfants et qui doit s'occuper de ses parents. Le sujet de l'aidant, aujourd'hui, l'aidant craque. L'aidant craque. Il n'en peut plus. Pardon, je suis sur des réalités aussi. Hein. Comment on fait pour accompagner l'aidant et comment on fait pour accompagner ces professionnels qui sont en activité et qui sont ces générations sandwich? Quelle que soit l'institution présente aujourd'hui, vous avez affaire à ça. Ce n'est pas dit, c'est non dit, mais c'est une réalité. Et puis le vieillissement de la population, des consommateurs. Alors des consommateurs, moi j'aime pas trop la population qui vieillit tout simplement. Le recours aux pompiers, on en a parlé en introduction. La population des élus, la population des élus, elle est aussi vieillissante. Le nombre de bénévoles dans les communes, elle est vieillissante. Comment on fait pour faire fonctionner nos communes si on n'a plus de bénévoles qui ont envie de s'engager? Enfin, c'est des vraies questions, quand même, nos associations. Donc ça aussi, c'est une réalité. Et puis la population du parc social, des automobilistes. En fait, la réalité, c'est que le sujet, il est plus large que le sujet de la santé qu'on vient de vous présenter. Comment on accède aux soins si papy est décédé et que je ne conduis pas depuis longtemps et ma maison, elle est éloignée? Mes beaux-parents habitent au Bini, c'est une réalité. Je ne peux pas me déplacer, aller chercher ma baguette si je n'ai pas de voiture. Et c'est le vrai pour énormément de Vendéens aujourd'hui. Le sujet de la mobilité est essentiel, de l'adaptation de l'habitat. Comment on adapte son habitat pour bien vieillir chez soi? Donc tous ces sujets-là sont connexes. Et ça, c'est important. Valérie, Mickaël, si on veut prendre quelques questions, on va s'arrêter là. Oui. Merci. Donc tout ça pour conclure, quand même, vous avez compris que le sujet de l'innovation, il est essentiel dans notre débat. La longévité, ce n'est pas une catastrophe. La longévité, c'est une véritable chance. C'est une chance de voir vieillir ses petits-enfants. C'est une vraie chance. Mais c'est aussi une vraie chance d'innover. Il faut penser peut-être de nouvelles professions, il faut peut-être penser de nouveaux métiers, il faut peut-être penser de nouveaux habitats. Mais c'est une chance aussi d'aller plus loin. Et quand vous innovez pour des personnes précaires, en difficulté, polypathologiques, vous innovez pour tout le monde. C'est le sujet de la télécommande quand on est handicapé. Le sujet de la télécommande est arrivé pour un handicap et il est utilisé aujourd'hui comme un objet universel. Et j'en conclus en disant, pour ça, CQFD, il faut le faire ensemble. Voilà, merci à tous. Merci. Peut-être des questions. On prend 5 minutes, qu'il ne faut pas qu'on prenne trop de retard. Il y a déjà eu quelques questions et réflexions en direct. Prenez un micro. Oui, c'était juste une réflexion d'actualité. Mardi, il y avait une manifestation à Paris des infirmières et des kinés sur la revalorisation salariale. Donc, quand on parle d'attractivité du métier, comment aujourd'hui on va faire en sorte que ces métiers attirent? C'est de véritables métiers de passion dont vous parlez en plus. Hein. Donc jusqu'à maintenant, on avait jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui, on a des personnes qui sont passionnées, qui partent sur ce genre de profession parce qu'ils ont envie de les faire. La réalité terrain, elle est loin d'être évidente. Aujourd'hui, ceux qui démarrent les formations d'infirmiers, par exemple, sont très nombreux à arrêter pendant le parcours. Donc on a une vraie, aujourd'hui, démobilisation des étudiants pendant le parcours parce qu'ils sont face à une réalité terrain aussi. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'arriver pendant leur stage.
Donc on n'est pas obligé d'arriver aujourd'hui à la fin de son cursus pour déjà se dire bah non, au final, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est une réalité. Hein. Et puis au-delà de ça, vous avez raison. Le sujet de l'attractivité des métiers, vous parlez des infirmiers et des kinés, mais on peut parler du service à la personne. On peut parler des professionnels de santé aujourd'hui hospitaliers. On peut parler... Notre sujet, il est plus large que ça. Et j'ai envie de dire, on a trouvé des solutions dans le champ du bâtiment. Et Monsieur le Président, je pense qu'on est bien placé pour le savoir. Il y a eu des solutions. Le sujet du bâtiment était le même, l'attractivité des métiers dans le bâtiment, qui est loin d'être évident encore aujourd'hui, mais vous avez quand même réussi à faire avancer des choses au niveau du ministère pour rendre le métier plus attractif. Aujourd'hui, un maçon, un plombier, un électricien est fier de dire qu'il est maçon, électricien en plombier. C'est une fierté. Comment on redore aujourd'hui ce sujet-là pour ces métiers? Et ça, on doit le faire ensemble, sur la formation, sur les professionnels, sur les employeurs, et oui, en effet, sur une reconnaissance. Et je trouve que le sujet des IPA, donner plus d'actions, plus de leviers à une infirmière aujourd'hui pour de la prescription et pour de l'accompagnement, ce n'était pas vrai hier. Ça l'est aujourd'hui, et ça le sera encore plus demain. Donc, c'est des métiers qui, à travers une responsabilisation augmentée, tend quand même à être revalorisé. Mais il y a encore énormément de choses à faire. Et sur le sujet du salariat, il y a des petites choses qui sont faites. Vous voyez le sujet, par exemple, de l'indemnité kilométrique pour le service à la personne. On n'y pensait même pas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est pris en compte. Le fait de donner un téléphone, de fournir la voiture, ça pareil. Donc on essaie quand même, les employeurs essaient de trouver des leviers, même si ce ne sont pas des leviers salariaux par rapport au ministère, pour essayer de compenser aujourd'hui des déficiences existantes et de redevenir attractifs. Mais oui, vous avez raison, ce sont de vrais sujets. Une autre question, une dernière. Hein, si... Pas de dernière question. Ah, une dernière question. Ah, mais lui, il n'a pas de droit, il nous connaît trop bien. Bonjour Valérie, bonjour Mickaël. Petite question sur, est-ce qu'il y a des chiffres sur la téléconsultation par rapport aux personnes âgées, l'usage de la téléconsultation, moyenne population, personnes âgées? Voilà, question que je me pose. Je vais regarder Mika pour savoir si toi tu as des chiffres aujourd'hui sur la téléconsultation. Je sais qu'on est en train de les obtenir. On a les données, enfin on les a déjà. Ouais. Ça reste famélique. Au niveau régional, c'est 2%. Avec des poches de téléconsultation un peu plus fortes en Sarthe, au niveau régional, je parle. En Sarthe et en Mayenne, où ça se développe un peu plus. En Vendée, j'ai plus la mémoire, mais je crois pas. Et puis surtout, aussi, il y a 3 formes de recours aux généralistes. On se déplace en cabinet, ce qui est la principale. En grosso modo, un gros 85-88%. Ça dépend des territoires. Ensuite, il y a des visites au domicile des médecins généralistes. Là, c'est en gros, au niveau national, 10-11%. Au niveau régional, un peu moins. Néanmoins, l'Anjou se démarque, je ne sais pas pourquoi, avec une surreprésentation du aller vert. La Vendée, ce n'est pas du tout le cas. Et la téléconsultation de mémoire, et à vérifier, je voudrais donner s'il y a besoin, ça reste quand même très très faible. Mais ça augmente petit à petit, mais ça reste quand même bien mesuré. On est sur de l'ordre de 2 à 3% pour la population âgée. Et c'est par contre plus diffus chez les nouvelles générations. C'est aussi ça qui a signalé. On est de l'ordre de 5%, ce qui reste très faible, mais néanmoins, ça fait son chemin. Et après échange avec Anne-Alexandra Babu, la directrice du GCSI Santé, qui déploie la téléconsultation plutôt en EHPAD et dans les hôpitaux, elle me disait qu'aujourd'hui, la réalité, c'était 20% d'utilisation en fait, de toute la téléconsultation qui avait été développée, ce qui est extrêmement faible par rapport au temps développé et l'énergie qu'ils y mettent. Donc, il y a encore un vrai challenge quand même. Et pourquoi en Anjou? Parce qu'il y a un service de gériatrie mobile qui est extrêmement impliqué aussi dans la téléconsultation avec des experts sur le CHU d'Angers qui sont très, très mobilisés sur le sujet. Bien, merci beaucoup. Vous avez les coordonnées de Valérie et de Mickaël, donc vous les appelez. Ils sont pas loin, ils sont à Nantes. Donc voilà, et il y a plein de choses. Il y a un outil cartographique qui va se développer. Donc voilà, l'intérêt, c'est de poursuivre ces débats.